17h02 en ce mardi 4 octobre et On refait le mondial, l'émission un petit peu iconoclaste de la télé du mondial. On vous propose de déambuler ensemble, chers internautes et visiteurs du Mondial de Paris, dans la grande et la petite histoire de l'automobile. L'automobile, elle est centenaire, plus que centenaire, et en même temps objet du futur, tout autant qu'instrument des nouvelles mobilités. Et c'est cela qui est intéressant sur ce Mondial 2016. On a mixé un peu tout ça, l'automobile classique, l'automobile d'aujourd'hui et de demain, mais aussi les nouvelles mobilités. Il y en a un petit peu partout dans les halls. Venez nous voir et ça nous fera un grand plaisir de vous recevoir dans ce mondial. Donc c'est la grande histoire de l'automobile et c'est aussi les petites histoires de l'automobile. Quoi de mieux qu'une marque chargée d'histoire comme Mini, une marque mythique qui connut la gloire, qui mourut et puis qui renaît depuis... Quand 2001, septembre 2001. Septembre 2001. Vincent Salimon, vous êtes directeur Mini pour la France. Et vous allez nous en parler aujourd'hui. Alors vous avez révisé vos fiches, hein, vous connaissez tout sur Mini aujourd'hui, j'espère. J'essaye de connaître un maximum de choses. Mais je suis sûr que vous allez me poser des questions un petit peu surprises. Quelques petites colles, hein, on va voir. On va tenter de vous piéger, c'est sûr. Bienvenue en tout cas, on vous fera pas mal, hein, on vous laissera partir à la fin de l'émission. Avec nous autour de Mini, notre Dream Team du jour. Émilie Binois, vous êtes rédactrice en chef du site autoactu.com. C'est ça, bonjour à tous. Alors c'est un site d'information professionnelle, ça veut dire quoi les infos pour les pros? Ça veut dire qu'on parle aux pros, alors ça veut pas dire qu'on parle mieux, mais on parle très éco, quoi. Voilà, c'est très éco, les stratégies de chacun, pour qu'on puisse faire une petite veille concurrentielle, quoi. Est-ce qu'il faut connaître les métiers de l'automobile à fond pour parler aux professionnels? Bah écoutez, on est pas sérieux pour débuter. Hein. Ouais, pour débuter, oui, c'est très sérieux. Bah, disons qu'on a tous débuté, donc au début on ne connaît pas très bien, mais je pense qu'effectivement on n'a pas le droit de se rater, on a intérêt à bien connaître le métier. C'est la différence, hein, finalement, la presse pro, on ne peut pas se rater, on a des gens en face qui connaissent déjà mieux que nous. Voilà, c'est ça. C'est le cas de Vincent Salimon. On ne pourra pas vous piéger aujourd'hui. Mais ça n'empêche pas d'aller lire AutoActu tous les matins. Le mail arrive dans la nuit. Merci Vincent. C'est une bonne lecture. Exactement, c'est très intéressant. Bon, on peut conseiller à ceux d'entre vous qui aimaient l'économie d'aller sur autoactu.com. Il y a quand même des articles un peu vulgarisés. Super intéressant sur les stratégies des marques, etc. Voilà. Exactement. Bon, allez, on arrête le côté sérieux, ça suffit. Hein. Pierre-Olivier Marie, auteur du livre 1000 anecdotes automobiles. Alors, je vais le présenter en face de moi à l'écran, vous le voyez. Alors, il y a tout plein de post-it jaunes parce que j'ai pris plein de notes. C'est un bouquin qui est super. Il est paru en mai 2016, donc mai dernier. Il est très facile à lire et puis vraiment bourré d'anecdotes en réalité sur un peu tous les secteurs. Racontez-nous pourquoi vous avez souhaité écrire tout ça. Votre tête était donc trop pleine? Exactement, non. Ça fait pas loin d'une vingtaine d'années que je suis dans la presse automobile et pendant toutes ces années, j'ai eu à connaître de plein d'histoires amusantes, qu'elles soient liées à la politique, au sport, à l'économie, au rock'n'roll, au cinéma, à tout ce qu'on veut. Tout ça avec un point commun qui est l'automobile et je me suis dit que ce serait sympa d'en faire un petit livre. Léger, amusant, pétillant, facile à lire. Alors voilà. Un petit livre, malgré tout, si on compte les pages, il en fait 205. Alors il y a beaucoup de photos, il y a du texte aussi, mais on va le feuilleter tout à l'heure ensemble. Ça, c'est les petites histoires de l'automobile qui se marient avec la grande histoire. Hein. Voilà. Souvent, là, on est au croisement, hein, finalement. Et Cédric Fréhour avec nous aussi. Bonjour Cédric. Bonjour. Du site Petites anecdotes automobiles. Petites observations automobiles. Petites observations, voyons, les anecdotes. C'est pas très grave. C'est vrai, c'est un nom curieux, bizarre. Ouais, qu'est-ce que ça veut mais dire? Mais ce sont des vraies petites observations. On est trois, on est un trio. On a une chaîne YouTube, on a aussi notre site, POA pour les intimes. Ouais. Et en fait, on refait quasi quotidiennement le mondial, le monde de l'automobile, petit ou grand, un peu comme ce livre merveilleux. Et justement, on essaie de mettre en perspective à la fois les enjeux de la mobilité tels qu'on les voit justement aujourd'hui au mondial, donc l'avenir de l'automobile, la voiture autonome, la voiture électrique, mais aussi en passant, ce qui est parfois plus rare, ce qui est parfois difficile dans les médias automobiles, par les voitures les plus anciennes, les plus anecdotiques, les moins aimées, les plus aimées. Bref, ça fait une sorte de salade niçoise, mais beaucoup de gens s'y retrouvent. Et ils se sont auto-baptisés les petits observateurs, parce que petite observation automobile, et il y a une communauté de fans comme ça très importante. Et qui participent un petit peu. Mais énormément, moi je vous invite à aller lire les commentaires.
notamment sur le site Petite Observation Automobile. Ah oui, c'est bourré de commentaires. Ah mais c'est énormément, et c'est comme Hergé, c'est comme Tintin et Milou, ça va de 7 à 77 ans. On a des pros, on a des designers automobiles, on a des grands patrons, il ne faut pas le dire, mais on a aussi des passionnés, on a aussi des jeunes de 15 ans qui parfois détestent l'automobile, mais on les fait aimer la voiture parce que justement on en parle différemment. On parlera un peu tout à l'heure du microcosme des journalistes automobiles si vous voulez bien, ça c'est quelque chose d'assez amusant. Voilà. Ça peut être un peu violent parfois. Bon, on va commencer par un mini quiz. Tiens, je vais vous poser quelques questions. On est ici au Mondial 2016. Est-ce que vous savez quel âge a ce salon? 118 ans. Ouais, 118 ans. 118 ans, mais vous êtes trop fort. Comment se il a écrit 1000 anecdotes automobiles. Ah bah oui, c'est dans 1000 anecdotes, évidemment. On sait que ce sera les 120 ans la prochaine édition. On sait qu'en 2018... Mais moi, j'ai mis plus de temps à calculer. Il fallait enlever 2. Bah oui. Non, mais l'histoire, elle est merveilleuse. Je ne veux pas doter les mots de la bouche. Non, vrai. mais si, mais ça commence effectivement en France. Et ça commence, alors là, c'est sous tout contrôle, aux Tuileries, c'est ça? Aux Tuileries, oui. Et pour avoir le droit de participer, il fallait que les voitures aient couvert l'aller-retour de Paris à Versailles. Pour avoir Ce qui le n'était droit pas de évident à participer. l'époque. Hein. Ce qui était déjà une aventure. Alors aux Tuileries, en quelle année? 98. En 98, 18, tout simplement. 98. Voilà. Bah oui, voilà, j'ai pas fait le calcul. Autant pour moi. Voilà. Et savez-vous quelle est la superficie du mondial cette année? Ah, là, je vous ai collé, je suis content. Je suis content. 154 000 m². Ça fait combien de terrains de foot, Émilie? Non, je sors. Pourquoi on ne lui pose jamais de questions? Vincent, Moi, je découvre les réponses. Vincent, il est football, c'est sûr. Combien de terrains? Un terrain de foot, c'est combien de mètres carrés? Aucune idée. 100 par 100, 10 000. Donc ça fait 15 terrains 15 terrains de de foot. foot, exactement. Voilà. Combien y a-t-il d'exposants? Ça, c'est un peu vache quand même. C'est compliqué. Ah non, avec tous les petits exposants. Avec Allez, tous les 150. petits exposants. Ah, il y en a 278 cette année, hein, quand même. Hein. Juste le double. Ouais. Et savez-vous où se trouve le stand Mini? Jean Bafouille. Vincent Moi, je Solier. sais. Ah bah oui. Alors, Je vais vous laisser répondre. Hall 5, en bas. Hall 5.1, exactement, à côté de BMW et Exactement. du stand Motorsport. et pourquoi donc à côté de BMW? Alors ça, on en parlera tout à l'heure, On en peut-être. parlera tout à l'heure. Bon, c'était pas la question piège, hein, finalement. Vous avez répondu 5 sur 5, finalement. On va dire que vous avez tous gagné à notre Music Quiz, hein, effectivement. Alors, évidemment, nous, à la télé du Mondial, on s'est rendu sur le stand Mini Vincent Salimon. Et on a interrogé quelqu'un qui se trouvait là. Il s'appelle Olivier Wodecki. Il est chef du service de la com produit. Il est très bien. Il est très bien. Ah, je vous le confirme. En effet. Et puis alors, il s'arrête jamais. C'est ça qui est extraordinaire. Et on lui a demandé de nous dire un petit peu l'histoire que raconte le stand. Alors, regardons ensemble. Aujourd'hui, on arrive un petit peu à maturité dans la gamme Mini et dans l'histoire de Mini, et on souhaite orienter notre image vers un peu plus d'authenticité, avec, comme vous le voyez ici sur le stand, des matériaux de qualité, avec des formes épurées, avec des espaces apaisés, et finalement pour parler encore mieux à nos nouvelles cibles de clientèle. Hein, Alors, quelles sont-elles justement? C'est quoi? C'est le gentleman farmer mais urbain? Alors justement, on a de plus en plus d'hommes dans la marque Mini, hein, notamment avec le lancement du nouveau Mini Clubman qui parle particulièrement bien aux hommes. Et c'est effectivement en partie à eux que s'adresse aussi cette nouvelle identité. Qu'en termes élégance, ces choses sont dites, Vincent Salimon. Hein. Voilà, donc on arrive un peu à maturité dans la gamme Mini et dans l'histoire de Mini. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que Mini a 15 ans, puisqu'on est la renaissance a eu lieu en septembre 2001, et après 15 ans, il fallait envisager autre chose. En plus, il y a un deuxième élément, c'est que Mini s'agrandit. C'est que vous savez qu'on a eu une gamme large, on a 5 modèles ou 5 familles différentes de modèles aujourd'hui, et on arrive sur le segment des compacts premium avec le Clubman. Nous sommes arrivés en octobre 2015 sur le segment des compacts premium. Et pour communiquer aux clients et aux prospects des compacts premium, il faut une certaine maturité. C'est la raison pour laquelle, pendant 15 ans, Mini s'est positionné comme une marque décalée, comme une marque fun. Et aujourd'hui, on souhaite réellement aller vers plus de passion, sans oublier le décalage qui existait sur le segment des citadines. Malgré tout, on veut communiquer plus de passion, plus de sérieux. Et c'est ce que j'espère vous avez ressenti sur le stand Mini, ou vous allez ressentir si vous y passez. Écoutez, on vous pose la question. Alors, Émilie, par exemple? Oui, c'est vrai que ça m'a surpris. Alors, Émilie a visité le stand, bien sûr. sûr. Oui, j'ai visité le stand et ça m'a surpris, effectivement. J'étais très, très, très loin de l'univers Mini habituel, avec le lifestyle qui l'accompagnait, etc. J'ai même dit, alors ça va vous faire plaisir, mais j'ai même dit à mon collègue, j'ai l'impression d'être chez Jaguar il y a 2 ans.
Il y a 2 ans, hein. Oui, le stand d'il y a 2 ans. Le stand d'il y a 2 ans, j'avais l'impression d'être chez Jaguar. Et Ouais. oui, on ressent l'univers qui a changé. Même la publicité a changé, c'est des hommes dans la pub. Alors, Ouais. il n'y a pas Et que ça des hommes, nous- il y a un nouveau logo, il y a une nouvelle charte de communication. Tout ça a commencé en octobre 2015 et on continue avec la présence sur le stand et notre façon de présenter les modèles. Mais il faut savoir, et pour aller plus loin que ce que disait Olivier tout à l'heure, c'est que il était temps de faire comprendre que Mini, c'est pas uniquement la 3 portes. En fait, on a une très belle notoriété. La marque Mini est très forte en termes de notoriété, mais on a une très forte notoriété sur la 3 portes. Bon, attendez, hein, pour l'instant, on est positif. Cédric. Ah bon, c'est à moi que je Ouais, reviens le rôle ouais, un peu. ouais. Non, ah non, pas forcément. Non, je ne vous Non, oriente pas du tout. Hein. Non, j'écoutais. Vous avez visité un peu le stand Mini? Oui. Ouais, Il y a quelque chose qui est frappant en fait dans l'histoire de l'automobile. C'est une marque qui effectivement a vécu pendant une cinquantaine d'années avec un seul modèle. 1959 jusqu'à 2000, pour être précis. Ouais, Voilà. ouais, Et je fais un peu d'histoire en passant. C'est extraordinaire en fait. Et puis avec une forme qui est digne du 911. Enfin, ça fait partie des panthéons automobiles du design. Donc 2000, BMW arrive, ce sont des Allemands, c'est une marque anglaise. À l'époque, les journalistes commençaient à écrire en disant est-ce que les Allemands vont être capables de reprendre une marque anglaise aussi formidable? Et puis aujourd'hui, il y a plusieurs modèles. Le pari est réussi. Et c'est quand même une aventure assez fascinante, industriellement parlant, commercialement parlant, parce que vous êtes présent en plus sur tous les continents. Vous avez repris pied aux États-Unis, donc en Amérique du Nord, qui n'attend pas normalement des petites voitures. Enfin, c'est compliqué. Vous marchez bien, là où d'autres ont plus de difficultés. Enfin, les constructeurs français n'y sont pas aux États-Unis. Alors qu'on a justement des petits modèles. Ils vont peut-être revenir, c'est un autre sujet. Et ce qui est fascinant en fait chez Mini, c'est que les Allemands ont réussi à conserver la touche anglaise. La C'est-à-dire British class. Ouais, non, mais c'est Ouais. indicible. Ouais. C'est des trucs qui. C'est On vrai. a, on a un mal fou en fait à le décrire. Ils ont réussi. Alors après, certains vont dire, mais c'est dans le chrome, c'est dans les boiseries, c'est dans les cuirs, tout ça. Ouais, mais même si Bah, c'est justement. ça, faut quand même réussir la recette après. Tout à fait. C'est pas si facile que ça. Tout à fait, tout à fait. Voilà, je suis désolé, j'ai pas été. Je peux la faire version Intéressant. Et sur le stand lui-même, Alors, le sur changement, Émilie notait un super changement quand même, hein, c'est-à-dire on se croirait sur le stand Jaguar. Ça C'est-à-dire en pourrait gros passer une du sorte de fun. classe épurée, quoi, Bah, finalement. elle a 15 ans, quoi, c'est ça, 15 ans, on dirait qu'il a, il a fini sa crise d'adolescence. Le Déjà. côté super fun, et maintenant d'un coup, c'est un peu plus austère, quoi. Voilà, c'est ça que j'ai... Sérieux, pas austère, Ouais. sérieux. Non, il y a- Ah là, mais ouais, c'est ouais, pas mais Émilie négatif, a dit austère. austère. Hein. Bon, alors, Non, j'ai une question. Est-ce que Mini va continuer à grandir? En d'autres termes, est-ce qu'il va y avoir des Mini de plus en plus grandes? Il y a oui, notamment- parce que finalement, déjà, le Club Med, c'est plus une Mini. Alors le C'est une Clubman maxi. fait 4,25 m, ça reste ouais, une c'est compacte, énorme. c'est Ouais. une grande Ouais, mais Mini, c'est une effectivement. Golf. Pour vous, c'est. Ah, c'est une Golf. Alors c'est une voiture du segment de la Golf, Mais c'est exactement. pas une voiture et on, du peuple. et hein. on vient se concurrencer effectivement avec la Golf, avec la 308, avec la Mégane. Mais il est important, vous savez, une marque a du mal à vivre uniquement sur un segment, et il est important de pouvoir toucher et évoluer avec la clientèle aussi de Mini, parce qu'il faut savoir qu'on avait beaucoup de clients qui achetaient les 3 portes Mm. et qui avaient tendance à nous quitter parce qu'on n'avait pas de 5 portes, ou qui nous quittaient parce qu'ils passaient sur le segment des compacts. Maintenant, on arrive à les fidéliser grâce au Clubman. Et avec des SUV qui arrivent, enfin le renouvellement du Countryman. Et alors, on commercialise actuellement, J'attends mais on est en Cédric fin avec de grande impatience commercialisation du Countryman. Cédric adore Les scoops. Non, je crois qu'il le veut un scoop Countryman. ce soir. Non, il veut surtout un Countryman. Mais je crois qu'il a déjà acheté. Hein. C'est vrai? Sérieux? Mais Il paraît qu'il sera dévoilé bientôt. Ah, ça, Le nouveau je ne sais Countryman pas. En tout cas, on ne l'a pas dévoilé à non, il Paris. veut pas en Mon parler, il veut petit pas en doigt m'a dit parler. que ça serait à Los Angeles, mais bon, on n'a rien dit. On n'a rien dit. Pierre-Olivier, page 27 de ce merveilleux livre, 1000 anecdotes automobiles, on y parle de la grande histoire de Mini. Oui. Alors je vais citer, je vais vous citer, puisque c'est de votre plume que ça sort. C'est dans la lettre B comme bid. Énorme, non? Mini 1959-2000. Donc on ne parle pas de la gamme relancée sous l'ère BMW Group. Le goût de la panne. En matière d'automobile, il y a deux façons de voir les choses. La première consiste à rouler pour le plaisir de rouler, quand la seconde, majoritaire, consiste à rouler dans le but d'arriver à destination sans connaître le coût de la panne. La légendaire Mini ne saurait hélas prétendre appartenir à la seconde catégorie, mais compense, il est vrai, par un réel agrément de conduite sur la route du garage. Voilà, Eh ben, j'assume, dis donc. oui, j'assume. Elle tombait énormément en panne, la première Mini. C'était une sorte de catastrophe en termes de fiabilité, mais il n'empêche que c'est une voiture que j'adore et que tout le monde adore. Et voilà, heureusement, BMW n'a pas repris ce travers avec cette nouvelle gamme. Il a par contre repris
le plaisir de conduite et l'inconfort légendaire qui font aussi le charme de la Mini, et c'est pas mal. Enfin, Un confort légendaire, c'est un peu sévère. Enfin, on a dit un inconfort légendaire. Bon, voilà. Enfin, c'est un jugement de valeur, effectivement. Bien sûr. Vous avez sans doute le dos fragile, probablement. Peut-être. Tous les journalistes ont le dos parlait fragile. de Mini qui grandissait. On a vu il y a quelques années un concept car Rocketman qui était plutôt une petite Mini et dont on n'entend plus parler, qui était une très jolie voiture. Qu'est-ce qu'elle devient, cette voiture? Alors, le Rocketman a été présenté à Genève en 2012. Alors, on n'a pas de photo, on peut pas vous la montrer. Et comme tout, mais vous pouvez le retrouver sur Internet. C'était un petit bonbon, ce et truc comme tout, il était magnifique, effectivement. Et comme tous les concept cars, en fait, il servait à inspirer l'évolution de la gamme. Et j'espère que vous retrouvez dans la gamme aujourd'hui des idées du Rocketman, notamment les phares Omega, les phares LED Omega, le toit panoramique qu'on a sur à 3 portes. Maintenant, pour revenir à la taille, parce que c'était la question, est-ce qu'il y aura une mini-mini ou une vraie petite mini à l'avenir? Il n'y a rien d'actualité aujourd'hui, mais il ne faut jamais dire jamais, on ne sait jamais. Il faut jamais dire jamais. Seconde question posée à notre homme qui passait par là, Olivier Wodecki. Mini, est-ce que c'est fait pour les femmes, pour les hommes, pour qui exactement? On écoute sa réponse. BMW Group a toujours développé sa Mini avec 3 grands thèmes forts qui étaient, je vais le dire en anglais, je vais le dire en français après, ageless, sexless and classless. Mon Dieu, traduisez. Ça veut dire donc sans sexe particulier, sans catégorie sociale particulière et sans âge particulier, de sorte que Mini est finalement bien à sa place dans toutes les circonstances. Mini a dans ses gènes le fait d'être trendsetter. Nous avons créé le segment des citadines chic il y a une quinzaine d'années maintenant. Beaucoup de constructeurs se sont engouffrés dans la brèche depuis, mais Mini a inventé cela et Mini a aussi inventé la personnalisation des voitures. Les femmes se retrouvent également dans cette identité. Mini continue d'être universel et bien à sa place partout. Vincent, alors il connaît bien tout son discours, il n'y a aucun souci là-dessus, formidable. Alors, sans âge, sans sexe, sans catégorie sociale, qu'est-ce qui reste? Il reste beaucoup de plaisir pour les utilisateurs de Mini. En fait, Mini aujourd'hui, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est une vraie gamme, c'est plus un modèle. Et en fait, on veut répondre à quoi? Ça, il n'y a pas d'objection, votre honneur. Alors, et on veut répondre à quoi? On veut répondre à 5 catégories de clients ou de prospects. En fait, vous avez le citadin, très clairement avec la 3 portes et la 5 portes en hatch. Vous avez l'aventurier avec le countryman, ça s'arrête aujourd'hui, mais on verra ce que l'avenir nous réserve. Vous avez l'esprit libre, donc la personne qui cherche vraiment la liberté, qui va partir au volant du cabriolet. Vous avez le gentleman, donc c'est vrai qu'on répond à une clientèle féminine plutôt pour les 3 portes, moins pour les 5 portes et encore moins pour le gentleman, en fait pour le clubman. Et ensuite, vous avez le Challenger avec toutes les motorisations de la gamme qui sont très sportives, les 231 chevaux en John Cooper Works. Donc on arrive à répondre à une grande partie de la clientèle qui cherche une voiture plutôt citadine ou plutôt compacte. Ça vous convainc? Cédric, par exemple? Non, j'écoute attentivement. Il faut quand même regarder le marché français. Le marché français, c'est bon an, mal an, 2 millions de voitures. Tout à fait. Et sur ce 2 millions et de même voitures... plutôt bon an que mal an, d'ailleurs. Ouais, sur ces 2 millions de voitures, il y a quand même quasiment 1 sur 2, grosso modo, qui sont immatriculées au nom de société. Et en fait, notamment les marques... sur 2, un client particulier, j'ai bien déduit. Voilà, exactement. Donc en fait, la part de... Mais Mini vend essentiellement à qui? Aux particuliers? Alors on vend essentiellement, en fait, on a des ventes à particuliers plus entreprises, qui sont les segments les plus... valorisants en général ou valorisés, et on représente plus de 80% des ventes sur ces segments-là. C'est-à-dire que tout ce qui est location courte durée et véhicules de démonstration représente entre 18 et 19%. Vous n'en faites pas beaucoup alors? On n'en fait pas beaucoup en démonstration et en location courte durée, non. Parce que, et on ne fait pas beaucoup d'entreprises, honnêtement. Les entreprises pèsent aujourd'hui 21-22% de notre mix. Parce qu'on n'avait pas de produits. Oui, mais parce qu'on n'avait pas de produits à proposer. La 3 portes uniquement, c'était un peu limité en entreprise. Maintenant, avec la 5 portes et le Clubman, on est passé à un mix à 23%. Donc on a augmenté 2 points entre l'année dernière et cette année, et on va continuer à progresser. Il y avait une anecdote au sujet de la 3 portes et des petites entreprises, c'était les salons de coiffure. Beaucoup, les patronnes de salons de coiffure achetaient la 3 portes. Alors, avec... il y a plein de patronnes et de patrons de salons de coiffure. Le 30 décembre avec l'argent liquide et tout ça, c'est vrai? Non, on n'a plus le droit de payer en liquide aujourd'hui, c'est terminé. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'était le coiffeur qui avait... C'était les voitures de shampouineuses. C'était mon coiffeur qui avait... Je suis obligé de quitter le plateau. Quelle honte. On vous a fait un shampoing gratuit, autant pour nous. Chaque fois qu'il va aller se faire couper les cheveux. Oui, c'est ça. Mais trendsetter, ça veut dire quoi? Lancer des tendances? Alors, la tendance, d'abord la clientèle, c'est vrai qu'on essaye d'être neutre, mais on peut dire que notre clientèle est relativement jeune, notamment par rapport au marché français qui est plutôt supérieur à 50 ans. Nous, on est plutôt à 48 ans en âge moyen de la clientèle.
Et c'est vrai qu'on cherche vraiment à avoir une clientèle plutôt neutre, puisqu'on est relativement typé clientèle féminine, puisque c'était le cas avec la 3 portes. Mais aujourd'hui, avec le développement de la gamme, c'est de moins en moins le cas. Et ça a été, on a progressé de 5 points au niveau de la clientèle masculine entre 2014 et 2015. Alors du coup, ça fait combien en pourcentage la clientèle masculine? Alors aujourd'hui, on est à peu près à 40%. On est en train de se rapprocher des 40% masculines, clientèle masculine. Et donc vous, c'est la parité, mais dans l'autre sens. Exactement. C'est bien ça. Alors, bon, on commence à comprendre un petit peu l'univers que souhaite véhiculer Mini, le message aussi du nouveau Mini, en quelque sorte. Hein. Après 15 ans, on a grandi, on veut véhiculer d'autres messages. Mais enfin, quand même, j'ai voulu être sûr, donc j'ai posé la question à notre homme, Olivier Wodecki, qui a répondu sur les valeurs d'aujourd'hui. On regarde. C'est une identité qui est très urbaine globalement et ça s'inspire évidemment des univers de l'architecture d'intérieur et de la mode, puisque Mini aujourd'hui s'associe à des événements très forts dans ces domaines-là, notamment le Salone del Mobile où Mini est présent et également Pitti Uomo côté mode. Et donc effectivement, alors c'est des salons italiens. Ce sont des salons italiens, dans un premier temps en tout cas, et surtout ce sont des salons de tendance. Mini, finalement, aujourd'hui vit dans la continuité et poursuit la belle histoire de passion finalement automobile commencée en 1959. Alors il faut aller en Italie chercher l'inspiration? Non, vous pouvez aller à Londres, puisqu'on reste une marque britannique, et il y a un salon architectural actuellement à Londres, et Mini est partenaire, parce que justement, on souhaite se rapprocher de tout ce qui est citadin, et essayer de travailler sur l'amélioration de l'environnement de vie citadin. Donc c'est pour ça qu'on se rapproche largement de tout ce qui est design, architecture, et puis on le retrouve dans nos véhicules aussi. Quand vous voyez une Mini, le design est très important. Ah oui, quand vous voyez l'intérieur, le design est vraiment très travaillé. Et ça fait partie des gènes, ça fait partie de l'héritage de Mini. Oui, mais pourquoi le stand paraît presque timoré alors? Parce que vous allez dans les salons, vous prenez des tendances, vous pourriez mettre tout le lifestyle que vous souhaitez véhiculer finalement. Parce qu'on veut aller directement au principal, vraiment l'essentiel, au basique, à l'essentiel. Ça va bientôt être comme le stand Dacia, hein, attention. Non, mais c'est vrai que... Parce que celui-là, en voilà un qui est essentiel. Oui. Ça vous paraît timoré pour 2 raisons. Parce qu'il y a moins de couleurs. C'est vrai qu'on n'a plus de jaune fluo, de vert fluo. Alors on a compris pourquoi. Et il n'y a pas de DJ non plus, il n'y a pas de musique. Ça nous a manqué. Mais il va y avoir Fréquence Gay, FG Radio chez Renault mercredi. Attention. Non, mais cela dit, je suis désolé de vous couper. Oui, FG Radio demain soir sur le stand Renault, tout à fait. Vous êtes tous conviés, chers amis. La remarque sur les stands, elle est valable, je pense, pour la plupart des constructeurs. Oui. Je trouve que justement, les stands sont, il faut trouver le bon mot, sont sans doute revenus tous à l'essentiel, pour être. Enfin, il y a moins d'esbrouf. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, d'accord. Voilà, okay. Et il y a moins de. Voilà, moins de paillettes. Il y a moins de paillettes, voilà. Cherchez mes mots, merci. Et je pense que c'est dû à la fois à l'époque, au climat sans doute aussi général aussi en France aujourd'hui, qui est moins à la fête. Et je ne sais pas si c'est un reproche qu'on peut faire. Et au fond, le fait qu'il y ait moins de paillettes, pour des amoureux d'automobile, je trouve que c'est plus chouette. Parce que justement, on se concentre sur les modèles et c'est les produits qui doivent parler. Emily opine un petit peu. Ouais, pas tout à fait d'accord. Non, je ne suis pas d'accord avec ça parce que au contraire, je trouve que les gens viennent encore très très nombreux au Mondial avec l'envie d'y voir un spectacle. C'est vraiment une sortie familiale où les gens viennent voir des belles voitures, viennent s'éclater. C'est un grand moment pour beaucoup de gens, quoi. Je suis d'ailleurs très surprise de voir le monde qu'il y a dehors. En plein milieu de semaine. Il y a énormément de monde depuis hier matin lundi et aujourd'hui mardi. Ils viennent en famille et tout, et je trouve que c'est un moment spectacle, quoi. Donc je crois, même s'ils viennent voir des voitures, je suis d'accord avec toi, il faut quand même avoir tout l'environnement autour. Alors pour reformuler, mais peut-être qu'on avait été très très loin aussi dans le spectacle. Et là, justement, on a peut-être atteint la dose. On a retiré l'aspect show-off, c'est ça que vous voulez dire, oui. Pierre-Alain. Après, c'est une question. Pierre-Olivier. Oh, j'y arriverai. Pierre-Olivier Marie. Je vais bientôt vous appeler Marie-Olivier. Ça va pas tarder. Je suis d'accord avec Émilie. Je trouve qu'il manque un peu ce grain de folie qu'on aimait bien dans les salons de l'auto. Ouais. Alors évidemment, c'est aussi dû à l'absence de certains constructeurs. On n'est jamais content, les Français. Français. Il manque un petit peu. Quand il y en a trop, on en veut moins. Quand il y en a moins, comme chez Mini cette année, on se dit finalement c'était bien quand il y en avait trop. Il manque ce côté champagne en fait au salon. Il y a du champagne chez Mini? Il y a du champagne chez Mini. On arrive. Vous êtes les bienvenus sur le stand. Il y a un élément supplémentaire, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas chez Mini, je ne vais pas parler pour la concurrence, mais le produit, et c'est revenir à l'essentiel aussi, le produit est vraiment un vecteur de communication. Et vous le voyez dans
nos campagnes de communication et aussi sur le stand. Auparavant, c'était plus la marque et plus la passion qu'il y avait à côté de la marque, et donc les DJ, les lumières, les couleurs, etc. Aujourd'hui, on est vraiment centralisé sur le produit. Non, mais c'est sûr. Non, mais pour la petite anecdote, j'ai la mienne aussi. Il faut quand même savoir qu'il y a, je sais pas, 4 ans ou peut-être 6 ans, j'ai acheté chez Mini sur le salon des bottes. Des bottes. Des bottes en plastique Mini. Je Elles les sont trouvais pas là super. Vous les Non, avez pas Ah, bah quel non, je dommage. savais pas. Mais pour vous dire, quoi, j'adorais moi ce côté lifestyle que là, Ouais, j'ai perdu ouais. un peu. Alors, est-ce que c'est très féminin Le côté lifestyle, Ouais, ouais. non, pas seulement, c'était assez féminin parce qu'il y avait des produits, il y avait notamment le sac qui était un best-seller, le sac Bah oui. Mini qui a vraiment Alors, vous avez fait tout fureur. arrêté ou ça Alors existe non, on encore n'a pas tout arrêté en fait. On a une gamme lifestyle qui n'est pas en vente parce qu'on est en train de la relancer, parce qu'on est en train de repositionner la marque justement. Et donc la gamme lifestyle va être lancée à partir du mois de novembre en concession dans les showrooms Mini. Et c'est vrai que là, on ne vend pas, mais on présente cette gamme lifestyle au fond à droite du stand si vous voulez avoir. Il n'y a pas de bottes. Ça viendra peut-être. Ouais, bon. Il y a des sacs, J'avais acheté des valises bottes et en plastique. et des Regrettable. t-shirts. Voilà, regrettable. Il faut aller chez qui pour acheter des bottes aujourd'hui sur le mondial? Il n'y a pas Citroën qui a une énorme gamme Non, mais Citroën. ceux qui font de l'accessoire, là, beaucoup, c'est Skoda. Ah oui. Bon, mais eux, ils se positionnent Alors comme voilà, le Décathlon de alors l'auto. voilà une marque jugée austère qui est en train de se décomplexer. Hein. Ah, mais complètement. Ouais, Complètement. ouais. Hyper intéressant, mais son patron dit, moi, ce que je... Enfin, il m'avait dit une fois, je ne sais pas s'il assume toujours ce propos. Ouais, mais il ne vous l'a dit qu'à vous. Non, mais vous je allez l'ai nous le écrit, répéter. je l'ai écrit, donc c'est trop tard. Mais il a dit, moi, ce que je veux faire de Skoda, c'est le Décathlon de l'automobile. Le Décathlon. Bah d'accord, ouais, mais où on trouve tout, et c'est pareil, c'est la voiture familiale. Mais où on Décathlon, trouve c'est plein pas de eux qui fabriquent les vélos, hein, personne ne le sait, on l'avoue aujourd'hui. Cédric? Oui. Je pensais que vous alliez dire quelque chose. Non, c'était pas Non, le non, cas. non, je disais que Bon. c'était. Allez-y. Alors, on comprend mieux maintenant. Et je pense que là, on peut vous croire, Vincent Salimon. Effectivement, Merci, la Emmanuel. mue de Mini est assez convaincante. Bon, mais je regrette quand même un petit peu la folie sur le stand. Mais c'est pas grave, c'est perso. On a même osé se faire expliquer les nouveautés. Vous vous rendez compte? Parce que vous venez de dire que les produits, c'était important. Sur le stand Mini. Avec une première belle ou grande auto. En fait, on ne sait pas trop finalement. Le Clubman. On regarde. Tout à fait, le Clubman a été lancé donc en mois d'octobre dernier et est désormais présent sur le segment des voitures compactes, hein, donc ces voitures un peu plus grosses que des voitures citadines. Le Clubman aujourd'hui permet simplement de s'éloigner des villes et de partir en voyage au volant d'une Mini tout simplement. Alors, on va tourner autour. Hein. Tout à fait. Alors la nouveauté sur ce mondial de l'automobile, c'est que c'est cette version en fait John Cooper Works, donc ultra sportive, 231 chevaux, et c'est la première fois qu'on a une John Cooper Works dans ce segment de gamme. Donc on est ravi de la présenter. Donc le Clubman, c'est la seule compacte à 6 portes entre guillemets. Comme vous voyez, vous avez donc les portes latérales avant-arrière. 6 portes, mais elles sont où les deux autres? Attendez, je vous montre. On fait le tour. Allons-y. Donc vous voyez, vous avez donc les portes latérales et à l'arrière, eh bien, vous avez 2 portes de coffre qui peuvent s'ouvrir. Attendez, il y a quelqu'un à l'intérieur. Regardons. Y a-t-il quelqu'un à l'intérieur? Et non. Vous m'avez bluffé. Par contre, il y a beaucoup de coffres, 360 litres, et ça permet effectivement de partir en voyage également. Avec beaucoup de lait, Avec beaucoup de lait. de absolument. bouteilles d'eau. Tout à fait. Que Mini reste fidèle finalement à sa définition originelle, c'est-à-dire un maximum de place à l'intérieur pour un minimum d'encombrement à l'extérieur. C'est comme ça que la Mini 1959 avait été définie par Alek Issigonis. Super voiture, Vincent, avec les portes arrière qui s'ouvrent automatiquement. Vous posiez la question, moi je réponds, elle est grande et elle est belle. Ouais, effectivement. Mais elle est plus petite, hein, voilà, c'est ça. Alors, en John Cooper Works, c'est la nouveauté. Il n'y a pas de vraie nouveauté finalement sur le stand Mini cette année. Hein. Il y a des séries spéciales, il y a Ouais. des équipements particuliers. Bon, ça, on vous en veut pas. On se doute bien que l'innovation, c'est pas tout le temps. Bon, Je vous donc, remercie. il n'y a aucun problème. Simplement, en version John Cooper Works, vous allez quand même pas séduire tout le monde. Effectivement, ça touche une tranche de clientèle bien spécifique, mais qui est vraiment amoureuse de Mini ou qui est passionnée par des véhicules très très sportifs et qui peuvent rejoindre Mini. Mais j'aimerais bien préciser une chose, c'est qu'aujourd'hui, enfin cette année, on a peu de nouveautés sur le Mondial de Paris, mais on a quand même le Clubman John Cooper Works, mais on a une des gammes les plus récentes de la totalité du marché automobile. On a une gamme qui a en moyenne un tout petit peu plus de 2 ans. On a renouvelé C'est vrai, la c'est vrai. gamme quasiment en Ouais. totalité. Ouais, c'est pour depuis ça mars qu'on vous fera pas de 2014. mauvais procès. effectivement. Je vous remercie. Émilie, Non, c'est vrai, c'est très juste. elle confirme. C'est très juste. Alors, deuxième Mini très chouette qu'Olivier Vodetsky nous a présenté, la Mini 7, un peu comme une Caterham 7. Vous avez repris un peu le vocable british, effectivement. Caterham, c'est une autre marque anglaise, mais beaucoup plus confidentielle et spécialisée. On regarde.
La Mini 7, comme vous le savez, Mini a toujours déployé un certain nombre d'éditions spéciales, hein, ça va dans les gènes de Mini, personnalisation, on en parlait tout à l'heure. Et effectivement, on arrive aujourd'hui avec une série spéciale très élégante, justement très british, positionnée plutôt haut de gamme, avec des éléments design spécifiques, donc avec une couleur de toit silver qu'on ne retrouve pas sur les autres Mini, avec des bandes de capot également spécifiques, avec cette teinte... on est dans le métallisé un peu ancien, un peu vintage. Exactement, voilà, on est un peu dans le British Vintage, tout à fait. Et on retrouve évidemment des éléments spécifiques aussi à l'intérieur, qui sont particulièrement bien harmonieux avec le reste de la voiture. Donc, alors on va les regarder tout de suite. Une sellerie spécifique dans le même esprit, un petit peu old factory peut-être, donc usine ancienne. Donc des couleurs à l'intérieur sur la planche de bord également qui sont spécifiques. Et puis bien évidemment, pour ne pas s'y perdre, le badge 7 sur le côté au niveau du répétiteur de clignotant. Et on est très très premium hein, quand même. On est très premium, Mini est une marque premium, BMW Group est un groupe constructeur de voitures premium et effectivement Mini propose toutes les prestations des voitures premium d'aujourd'hui, même de classe bien supérieure, hein, en termes de technologie, en termes de motorisation, en termes de performance, en termes de châssis également. On est vraiment dans l'univers du premium et c'est ce que recherchent nos clients. Alors ça y est, on comprend beaucoup mieux maintenant le message. On voit que le stand, il a laissé place aux produits et à la montée en gamme en quelque sorte. Vous avez voulu présenter finalement des séries spéciales vraiment pour faire rêver. Alors on a même été plus loin. Effectivement, on présente des séries spéciales et la 7 est une Cédric série parlera spéciale. après. La série spéciale, la 7 est une série spéciale internationale, donc proposée par Munich. Mais on a été plus loin, c'est qu'on a proposé une série spéciale spécifique pour le marché français. Donc on a créé la 7. Une série spéciale dans la série spéciale. Non, alors c'est une série spéciale dans la gamme Mini, pour les 3 portes et les 5 portes, mais qui est une série spéciale franco-française. D'accord. Qui s'appelle Shoreditch, donc on reste quand même dans le côté anglais. C'est un nom de quartier à Londres, mais qui permet encore une fois de mettre en avant la totalité des équipements et de la personnalisation que vous pouvez faire avec la totalité de la gamme Mini. Cédric. Non, juste deux choses. C'est drôle quand on voit ça, parce que ça brille, c'est laqué, c'est ultra stylé, ultra dessiné. C'est un peu comme ces pâtisseries dans ces nouvelles, dans ces nouvelles boulangeries qui brillent. On a tout de suite envie de les croquer. Vous savez, il y a les fraises comme ça, ça rutile. Il faut mettre des lunettes de soleil tellement ça brille. Et c'est génial. Ils le maîtrisent parfaitement. Un macaron Pierre Hermé. Non, mais c'est vrai. Ils ont, on va aller la manger en sortant. Et il y a un truc qui est assez formidable, c'est que aujourd'hui, effectivement, tous les constructeurs ont un peu leur série spéciale. Il y a un truc que vous avez inventé, mais dès l'ancienne Mini, en fait, celle qu'il a fallu faire vivre longtemps, tellement longtemps que pour donner de l'appétit, créer le désir, il fallait justement créer des séries spéciales, essayer de lui rajouter la cerise sur le gâteau. Et ça, vous l'avez quasiment, tellement magnifié, c'est quasiment un exercice de style que vous maîtrisez parfaitement. Et il y a d'autres constructeurs, pour ne pas le citer, notamment DS, qui courent, Fiat 500 aussi, Fiat, qui court après. Qui court après. Alors Fiat ne court pas après. Objection, votre honneur. La 500, c'est un mythe aussi. Hein. C'est un mythe, mais pas besoin de courir après. Mais ce côté de soigner les détails, d'essayer justement d'entretenir à chaque fois. Sur la personnalisation aussi. Il faut rendre à César. Surtout la personnalisation. Et c'est comme ça aussi que le business fonctionne, parce que c'est sur ces options qui sont souvent chères qu'on fait les marges. Donc c'est important pour un constructeur. Ah bah oui, c'est des ventes qu'on appelle rentables, chers amis. Et ça fait partie des gènes de Mini, c'est clair. La personnalisation, plus que la série spéciale, c'est vraiment la possibilité d'avoir sa Mini à soi. La Parce qu'on personnalise son véhicule. Non mais ça marche, on joue sur l'ego, on a tous envie quand on va sur un configurateur, c'est le rêve qui commence. On a tous un ordi, on l'ouvre, on se met, tiens je mettrais telle jante et tout ça. Et ce rêve-là, il est d'ailleurs, même un enfant peut le faire, c'est ça qui est génial quand on aime l'automobile. Émilie, alors cette 7, elle chatouille? Ouais, moi j'adore. Elle est jolie, c'est super joli, bien sûr, c'est super mignon. Avec les bandes argentées British Vintage, on a l'impression que c'est les peintures sur les casques des vieilles motos, sur les BSA, les Norton, avec des grosses paillettes. Hein. Ça, c'est vachement sympa. Alors, la 3e Mini présentée aux visiteurs sur le stand, c'est la Mini Cabrio, dont on parlait déjà tout à l'heure, effectivement. Exactement. Le vent de liberté qui souffle sur l'esprit libre. L'esprit libre, voilà, c'est ça. Ouais. Ah. Alors ça, c'est le vocabulaire de la marque, qui n'est pas une nouveauté non plus, mais qui est vraiment très jolie tout de même. On la regarde. Donc Mini Cabrio, alors là c'est le modèle presque le plus emblématique de la gamme Mini, puisque c'est l'ultime plaisir de conduire en Mini de façon décapotée. Ce qui est très intéressant sur les Mini Cabrio, et c'est ce qui était le cas depuis le relancement par BMW Group, c'est que la capote propose en fait un double système de fonctionnement, un système de toit coulissant qui vous permet de rouler
en façon toit ouvrant, et également de pouvoir ouvrir complètement la capote, là où d'autres concurrentes par exemple sont juste des découvrables qui donc gardent des arches sur les côtés. Et bien là on a un vrai cabriolet 4 places avec 2 places à l'arrière occasionnelles, hein, puisque l'encombrement de la voiture reste celui d'une Mini, mais malgré tout la possibilité de partager ensemble avec ses amis le plaisir de conduire cheveux au vent finalement. Alors Olivier, il maîtrise les éléments de langage d'une manière extraordinaire, Vincent. Il est exceptionnel, mais est-ce que je peux lui reprocher une toute petite Ah, chose? j'aimerais bien. C'est qu'on parle de personnalisation pour Mini, on parle de gènes, on parle d'héritage. On n'a pas suffisamment parlé, ou on a peu parlé jusqu'à maintenant, de la technologie. C'est que Mini, Si, qui a grandi. il l'a dit dans la Ah, Seven, d'accord, il a alors dit il y a j'étais en toute train la de dormir, technologie de donc non, non, BMW Group, En fait, etc. voilà, on a la chance de travailler dans un groupe qui Eh fournit oui. beaucoup de Il technologie. l'a Sur dit. ces petites voitures, vous avez de l'affichage tête haute, il y a de la caméra de recul, du régulateur de vitesse actif. Donc vous avez les équipements des grosses voitures. Bon, ok, on a bien compris, c'est clair, le stand est cohérent. Bon, il y a quand même des visiteurs qui seront un peu déçus, mais ça, c'est leur problème, hein. C'est votre problème, chers amis, après tout. Mais venez vous faire une opinion, allez voir le stand Mini, parce qu'évidemment, chacun se fera son opinion. Et puis derrière cette Mini Cabrio, quand même, parce qu'on aime bien trouver le petit grain de sable, hein, quelque chose a attiré notre attention, parce que sur un stand, finalement, tout raconte une histoire. Regardez. On a aussi quelque chose derrière qui est lié, enfin c'est un peu vide hein, quand même, hein. C'est voulu ce côté épuré comme ça, on voit des étriers de frein, on voit des disques, on voit des casques un petit peu course du week-end. Alors c'est effectivement voulu ce côté épuré, déjà par rapport à la nouvelle identité de marque dont on parlait, avec des choses plus simples, hein, retour à l'authenticité, et puis c'est l'occasion de montrer aussi, de faire un petit clin d'œil au passé en sport automobile de Mini, hein, puisqu'il y a également, vous le verrez, quelques beaux portraits de nos Mini qui ont concouru au rallye de Monte-Carlo. Et Mini a gagné donc à 3 reprises, en 1964, 65 et 67, au rallye de Monte-Carlo. Et ça a fait partie, je dirais, des éléments de l'histoire qui ont contribué à construire le mythe. Alors là, c'est 20 sur 20 pour Olivier Wodecki, qui a réussi, alors que je le mettais en difficulté sur un espèce de garage, voilà, un semblant de garage reproduit, à raccrocher avec l'histoire, avec les 24 heures, les 24 heures, qu'est-ce que je raconte, Monte-Carlo, le rallye de Monte-Carlo, voilà, du coup c'est moi qui m'en mêle, 64, 65, 67. Je crois qu'on lui met 20 sur 20, Olivier Wodecki, hein, Ah oui, Émilie. il est incroyable. Moi je disais c'est le Lucchini de la voiture, il arrive à... Le Fabrice Lucchini de la voiture, faudra lui dire. Hein. Bon, alors, mais c'est quand même un peu vite tout ça, derrière. C'est un peu vide, absolument pas. On a gagné le Dakar en 2014. Non. Ah, pardon. Je parle au garage. L'histoire. Ah, bien joué, bien joué. Sur le stand, on aurait pu aller plus loin, pousser le délire. Non, parce que, encore une fois, on va aller à l'essentiel. Donc, juste rappeler l'histoire de compétition de Mini. Mais encore une fois, c'est pas que l'histoire complètement historique, puisque encore récemment, on était très compétitif en termes de compétition automobile. Juste une question, qu'est-ce que la marque voulait raconter au mondial? Parce que justement, c'est vrai, ça apparaît très épuré, alors que lorsqu'on va sur d'autres salons automobiles, notamment à Pékin, je ne parle pas des États-Unis, là c'est plutôt grandiloquent. Qu'est-ce qu'ils ont voulu raconter aux Français et aux visiteurs du mondial? C'est deux choses toutes simples. C'est la maturité. Maintenant, Mini devient plus grande, plus adulte, donc on a d'autres choses à raconter. Et le focus sur le produit, en fait, le produit vecteur de communication. Il y a une chose importante, on en a souvent pas ou peu conscience parce qu'on n'en a pas l'occasion quand on visite un mondial, mais un stand, ça coûte horriblement cher. C'est d'ailleurs dans les budgets publicitaires des constructeurs, et quand je dis horriblement cher, c'est parfois en dizaines de millions d'euros par an. On a du mal à le réaliser. Ah oui, l'ensemble des salons sur lesquels un constructeur est présent. Ouais, c'est considérable l'architecture d'un stand, ça voyage, il faut... Alors, sans parler de Mini, Mercedes a révélé le montant, c'est 3 millions d'euros pour le mondial. Entre le coût d'investissement sur le stand, qui doit être amorti sur plusieurs salons quand même, et la participation au mondial. Alors le mondial, c'est un hôtel particulier. C'est le même. Voilà, tous les salons sont coûteux effectivement, mais l'investissement dans le stand est colossal finalement. Alors là, vous avez fait des économies cette année. Pourquoi? Parce que le retour à l'essentiel. Ah non, ça coûte cher les purées. Ah bah exactement. Non, et la qualité du stand, la qualité des matériaux, ça représente, je ne vais pas confirmer ou infirmer les chiffres de Mercedes, mais ça représente un investissement significatif. Mais ça reste malgré tout important. Pourquoi? Parce que c'est l'occasion de venir voir le public et ça permet au public d'aller rêver et de toucher des marques et des voitures qui n'ont pas l'occasion de faire en concession. Est-ce que le retour sur investissement est là aussi? Oui, sinon on ne serait pas là. Voilà. Absolument. On va faire la idée du nombre de voitures que vous vendez. Pierre-Olivier.
Alors, on ne vend pas de voitures sur le salon. En fait, nous, on a un centre d'essai qui est juste à côté du hall 5.1, vraiment derrière les portes. On prend des contacts, on prend des demandes de catalogue et autres qu'on envoie ensuite à domicile, et on fait des offres commerciales. Donc, on a des équipes commerciales sur le stand qui proposent une offre commerciale, mais on considère que la finalisation de la commande, si le client ou le prospect veut aller jusqu'à la commande, doit se faire en concession. Donc, on envoie les contacts en concession et la finalisation se fait là-bas. Et concernant le look du stand, est-ce que les concessions du coup vont adapter aussi ce look plus épuré? Ça, c'est la bonne question, parce que tout le réseau Mini, il est encore dans la période précédente. Excellente question, et on était en convention justement vendredi matin, donc vendredi après-midi et soir, on est venu sur le stand. Et en fait, les concessions, les showrooms vont évoluer, mais ne vont pas être révolutionnés comme le stand a pu être révolutionné. Vous avez dit révolutionné. Révolutionné, pardon, exactement. C'est l'allemand qui revient naturellement. Donc il y aura une petite évolution, mais c'est juste une actualisation en fait des équipements et du mobilier qu'il y aura en concession. D'accord, Émilie. J'avais une question qui n'avait rien à voir, mais puisqu'on a vu quand même rien des à voir, gros c'est moteurs quand même sur l'automobile sur Mini et tout. Non, mais rien à voir avec le stand, mais comme on a vu des gros moteurs et tout ça, et que vous disiez tout à l'heure que vous vous intéressiez beaucoup à la clientèle urbaine et que vous faisiez beaucoup de choses pour toucher cette cible, est-ce que vous allez nous proposer une Mini électrique? Ça c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir la technologie disponible dans le groupe, mais ce n'est pas d'actualité pour Mini, en tout cas actuellement, parce que la stratégie du groupe a été de développer un produit électrique sur la base d'un véhicule spécifiquement développé pour la technologie électrique. Donc c'est ce qu'on a avec BMW i, et aujourd'hui ce n'est pas d'actualité pour Mini. D'accord, mais pour vous, vous personnellement, en dehors de ce que pense le groupe, vous pensez que pour Mini ce serait quelque chose d'intéressant? Ce ne serait pas incohérent par rapport à une gamme qui est plutôt, voilà, c'est ça. qui commence par une gamme de citadine, tout à fait. Et sans dévoiler des secrets d'État, mais on va arriver au plug-in hybride, c'est-à-dire à l'hybride rechargeable bientôt aussi chez Mini. Alors, la technologie existe dans le BMW Group aussi, puisqu'on le propose dans un certain nombre de véhicules, et notamment l'Active Tourer, qui est dans une gamme, qui est dans une gamme assez proche. On comprend, on lit entre les lignes que vous l'attendez de pied ferme, quoi. Alors, je l'attends de pied ferme, et l'avenir dira si on l'aura un jour, donc si je serai satisfait ou pas par le groupe. Ça nous donnera l'occasion de nous revoir dans 2 ans au Mondial 2018 avec pour les plaisir, 120 ans. Emmanuel. Voilà, c'est ça. Alors, on va parler du bouquin maintenant de Pierre Olivier, donc 1000 anecdotes de l'automobile, avec une préface de Luc Ferry. Alors pourquoi préface de Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation nationale? Parce que c'est un fou dingue de bagnole. C'est un fou dingue de bagnole. Son père fabriquait des voitures de course dans les années 50 et Luc Ferry a grandi au milieu de ces voitures de course. Et son père, chez lui, avait tout un hangar avec des milliers, des centaines de voitures, des Bugatti, des machins qui à l'époque s'achetaient au prix de la ferraille, qui aujourd'hui valent des milliards. Mais il a grandi vraiment dans cet univers de la course automobile, des mécaniques, des moteurs désossés, de tout ce qu'on veut. Il a acquis un véritable savoir-faire et une connaissance assez encyclopédique de l'automobile. C'est ça. Alors, il est d'ailleurs cité page 93, Luc Ferry, et il explique effectivement cette histoire, et puis il explique aussi j'ai appris à conduire avec mon père, je sais prendre la bonne courbe, freiner pas trop mal, faire un tête à queue s'il le faut, et un beau contre-braquage pour s'amuser. Alors ça, c'est pas très politiquement correct dans notre société autophobe. Quelle est sa voiture? Eh bien, il répond, je vous laisse le dire. Une Jaguar XKR cabriolet. XKR, c'est-à-dire 510 chevaux quand même, pour Luc Ferry, acquise avec mes droits d'auteur. Il écrit bien. Il écrit bien. Bien sûr, il faut être raisonnable sur la route. J'ai d'ailleurs dû parcourir en tout 2 millions de kilomètres sans accident, mais 510 chevaux sous le capot. Bon, quand je vais en Allemagne, je suis à 250 tout le temps, ma voiture étant limitée à 250. Sinon, évidemment, il ira à 300. Mais en Allemagne, il y a 2 fois moins d'accidents mortels qu'en France, alors que la vitesse n'y est pas limitée. Une mesure intelligente consisterait par exemple à laisser la vitesse libre sur les tronçons à 3 voies en semaine. Il est vraiment pas politiquement correct du tout. Pas du tout, vraiment, il a un discours qui C'est pour ça que vous l'avez choisi. Oui, c'est pour ça qu'on a sympathisé peut-être. Effectivement, qu'il a accepté de m'écrire cette préface, alors qu'il refuse systématiquement d'écrire toutes les préfaces, et pourtant il reçoit des demandes chaque semaine. Donc. Parce que c'était l'automobile, parce qu'il aime bien ça. Et ça l'amuse, voilà, il a accepté. Et puis parce que c'était vous, disons-le clairement. Modestement. Vous avez su avoir les mots. Alors, vous avez fait ces 1000 anecdotes donc, par ordre alphabétique dans ce livre. Donc, c'est absolument riche et en même temps, on retrouve systématiquement par centre d'intérêt finalement. Mais on aurait pu les classer autrement et faire des thématiques. Alors, pour faire le lien avec Mini, j'ai regardé un peu les chanteurs, les guitaristes, etc. Et on est tombé sur le leader d'ACDC, Brian Johnson. Vous savez qu'il y a des problèmes auditifs en ce moment. Il a dû annuler la dernière tournée, se faire remplacer
remplacé par, je ne sais plus quel chanteur. Axl Rose. Le chanteur de Guns N' Roses, voilà, Axl Rose. Alors lui, il dit un truc super sympa pour Vincent. Brian Johnson, je possède de nombreuses voitures de course, mais c'est en Mini que je m'amuse le plus. Il a raison. Il a absolument raison. Highway to Hell en Mini, hein, mais c'est pas lui le chanteur de Highway to Hell, effectivement. Alors, toujours au chapitre du rock and roll, il y a une anecdote fabuleuse avec Keith Richards, Ouais, le Keith guitariste des Richards. Stones. Oui, qui possédait une Bentley Continental S3 et dans laquelle il avait fait pratiquer un compartiment secret pour cacher la drogue. Ouais. Et une voiture C'est pas qu'il a mal. gardée de très nombreuses années. Il l'avait depuis les années 60. Elle était vendue aux enchères l'an dernier, je crois. C'est une voiture avec laquelle il a eu de nombreuses aventures, et notamment une virée au départ de Londres pour finir au Maroc, et durant laquelle il a rencontré sa compagne, qu'il a piqué à Mick Jones. Enfin voilà, c'est Bah oui, mais- des histoires de rockers. Quoi. Ouais, des histoires de Brian rockers, Jones, ouais. pardon, Ouais, pas ouais. Mick Jones, c'est Ouais, The Clash. ouais, et pas Brian Johnson, voilà, c'est Non ça. plus. Il paraît d'ailleurs qu'il a les moyens de, parce qu'il se drogue toujours, et il le dit, hein, il l'avoue, hein, donc ça c'est surtout pas une On peut retrouver incitation. des petits sachets dans la boîte à gants quand on achète sa voiture d'occasion. Alors il y a aussi Clapton, Eric Clapton, qui est totalement passionné par les Oui, c'est- Ferrari, Oui. et qui a déclaré, alors il faut que je retrouve la citation, il avait une berlinette 458 Italia entièrement recarrossée sous sa houlette, Sous c'est-à-dire sa houlette, oui. il En a fait, vraiment dirigé Chez finalement. Ferrari, on peut faire ce qu'on appelle des one-off, c'est-à-dire à partir d'une voiture de série classique, fabriquer une voiture à sa demande. Ça coûte environ une vingtaine de millions d'euros en l'occurrence, mais quand on en a les moyens, pourquoi pas. Et donc c'est une voiture entièrement recarrossée qui évoque la BB 512, une voiture qu'il adore, mais c'est donc la base technique, une 458 Italia. Et vous dites donc la passion d'Eric Clapton pour les Ferrari est née en 1969, le jour où son ami George Harrison est arrivé chez lui au volant d'une 365 GTB bleu foncé, la plus belle chose que j'avais jamais vue, qui résume Eric Clapton finalement. Voilà. Voilà. C'est la sensibilité de l'artiste qui a parlé. Bon. S'il avait vu une Mini, aurait-il dit la même chose, Je Vincent? suis persuadé qu'il en aura acheté plusieurs par la suite. Voilà, alors on va parler un petit peu de politique, hein, parce qu'il y a pas mal de citations sur les politiques et l'automobile. Vous citez Carla Bruni, qui a été l'égérie de quelle marque? Suzuki. Alors là, Voilà. on s'en souvient à peine. Lancia, je me souvenais, mais. Oui, oui, Ouais, Suzuki, ouais. elle a fait des Suzuki. pubs pour le Jimny notamment. Elle a Et fait je fort. revois, Hein. d'ailleurs, les me souviens. pubs en Et pour le question, mais alors, wagon, raconte. le wagon R. le wagon R. Le ouais. wagon Ouais, R. c'est Ah pas la ouais. voiture la plus jolie de sa génération. Et alors du coup, ça lui a valu un surnom, un autre nom, une Un petit réinterprétation de son surnom journalistique de Carla Bruni Suzuki. Eh oui, voilà, évidemment. Pauvre Carla. Jacques Chirac, qui est très trendy en ce moment, alors on a une pensée bien sûr pour lui et sa famille. Lui, alors, il était passionné d'automobile, il défendait fortement l'automobile. Alors j'essaie de retrouver sa citation Je crois que c'est au tout début. aussi. En- Eh bien, je dis qu'on ferait mieux d'utiliser ses forces et ses moyens, les moyens de police, de contrôle, à renforcer ce qui est indispensable, la sécurité dans les grandes villes ou les campagnes, et de laisser tranquille ce malheureux automobiliste, ah, qu'est-ce qu'on aime entendre ça, qui est le support d'une industrie qui par ailleurs va mal et que l'on aurait bien raison d'encourager. Voilà. Alors il disait ça en 2000, Mais ça, c'était le Chirac de 81. de 81, voilà. Et c'est ça, pas le il y a bien Chirac longtemps. qui a fait installer les radars automatiques 20 ans plus tard. Voilà, donc Ouais. Non, mais on se souvient tous de cette image après son Cédric. élection en CX. CX, Voilà, bien où il y sûr. avait les premiers motards de presse qui le suivaient. je sais Avec pas si- Benoît Duquesne, Exactement, voilà. mais le turbo Duquesne, il essayait de le Et semer. c'était formidable cette image. Il saluait, Ouais. d'ailleurs, elle était déjà ancienne, ça c'est X25 Prestige pour ceux qui aiment les détails. Formidable voiture, citroëniste, enfin voilà. Séquence Ah de ouais. télévision historique. Ouais, effectivement. historique. Alors, on a évidemment, alors de Jacques Chirac à François Hollande et sa fameuse DS5 qui prend l'eau. Qui prend l'eau et là, qu'il va remplacer par une Renault Espace. Une Renault Espace qui va être peinte dans un bleu qui appartient au nuancier Volkswagen. Je sais pas si c'est tout récent. Ah, mais il n'y a pas une histoire aussi. Le Et Charan. il y a Parti aussi une histoire socialiste. de Eh oui, le le Parti Charan. socialiste qui a acheté un Charan TSI 220 chevaux, donc une voiture malucée, pour son futur candidat à l'élection présidentielle, qui sera peut-être Un François Charan Hollande. malucé de 200 Donc chevaux. une voiture qui n'est pas française, Pardon à Volkswagen, hein, mais là, franchement, vous avez raté votre coup. Il ne fallait pas vendre ça. mais il paraît qu'il fallait une voiture avec des portes coulissantes pour des raisons de sécurité, mais c'est dommage parce que Peugeot et Citroën proposent des véhicules de ce type, donc c'est dommage que le PS n'ait pas choisi une voiture française. C'est bien dommage, effectivement. Il faudra rapporter ça dans AutoActu. C'est déjà fait, peut-être? Non, on l'a pas fait. Mais...
De la politique aux voitures de dictateurs, il n'y a qu'un pas, Pierre-Olivier. On apprend des choses, notamment sur le colonel Kadhafi. Oui, le colonel Kadhafi. Bon, qui n'est plus là pour en parler. Non, mais qui avait dessiné ou fait dessiner une voiture de sport aux lignes assez improbables, évoquant surtout une babouche de profil. Qui avait un goût exquis et très sûr. Ah oui, une voiture très baroque. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Bon, enfin, en tout cas, je sais pas, il se vend bien ce livre Pas trop mal, oui. J'ai eu Pas le chiffre trop de mal, vente ouais. la semaine dernière. D'accord. Je suis plutôt content et mon Bon. éditeur aussi. On ne peut que vous encourager, chers amis passionnés d'automobile, plus ou moins passionnés d'ailleurs, parce que c'est Oui, c'est vraiment- tellement intéressant, rempli d'anecdotes, que de vous procurer ce livre. Alors, il est aux éditions Hugo Images. Et où est-ce qu'on peut le trouver? Partout. Partout, dans toutes les bonnes librairies. Dans en toutes les tout cas. bonnes librairies. Voilà. On termine avec vous, Vincent Salimon, avec une bonne nouvelle, parce que moi, je suis journaliste économique, donc je vais terminer avec ma spécialité. Mini est en progression de 16,4% d'immatriculation depuis le début de l'année. Les chiffres vous ont donné raison. Alors, on progresse de 16% cette année, après une année à plus 23% l'année dernière. Eh Donc oui, effectivement, eh oui, on est en eh oui. très forte progression, ce qui veut dire que effectivement la nouvelle charte de communication, le nouveau positionnement, a priori plaît comme la totalité de la gamme. Mais n'oubliez pas de conserver vos racines chez Mini de grâce. Merci à vous quatre. Merci. Merci, chers internautes, de nous avoir suivis. Et à demain pour Good Morning Mondial dès 9h30.